sans détour avec Élisane Pellerin. Bonjour, pour la dernière émission de la saison régulière, on reçoit notre ami François Beauregard qui vient nous parler de ses expériences de voyage. Et on va parler également avec Marie-Annick Deschamps qui est modératrice à l'émission Facteur A. On termine avec la revue de presse. Bonne émission. On rejoint notre ami François Beauregard. Bonjour François. Bonjour, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, je te remercie, Élisane. On s'ennuyait de toi François, donc j'ai eu l'idée de te ramener pour une petite chronique pour la dernière émission de la saison. Ben, c'est gentil de penser à moi, ben oui. J'écoute régulièrement Sans détour, puis je trouve que l'émission est toujours aussi formidable. C'est pas vrai, c'était meilleur quand c'était toi, mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas tous t'accoter, François. Fait que pour l'instant, je vais faire ramener comme chroniqueur, puis après ça, on verra. OK, on verra après. Parfait. Et aujourd'hui, François, on a eu l'idée de parler de tes voyages, parce que tu es un grand voyageur. Oui, ça a donné effectivement qu'au fil des années, à force de faire un voyage ou deux tous les ans, ben le temps passe, puis on s'aperçoit qu'on a visité pas loin d'une quarantaine de pays. Alors, à force de voyager, ben on a voyagé, c'est un fait. Puis tous les pays sont pas pareils du point de vue de l'expérience de quelqu'un qui a une déficience visuelle. Là. Tous les pays ne sont pas égaux, hein, sans méchanceté. Puis ce sont des expériences vécues dans chacun. Sont assez variés. Ça dépend aussi dans le temps, parce que je ne veux pas porter de jugement sur un pays que j'ai visité il y a 20 ans, parce que depuis ce temps-là, peut-être bien les infrastructures se sont beaucoup améliorées aussi. Quand même. Mais il semble y avoir une certaine constance dans les pays où, plus au nord, il semble y avoir en général plus de cohésion dans la façon dont l'accueil est fait auprès des personnes en situation de handicap, où il y a l'air d'y avoir plus de reconnaissance de ce qu'est une canne blanche. Quand tu dis plus au nord, tu parles entre autres du Japon, là où tu as bien aimé ton expérience. Au Japon est un cas d'exception, parce que quand je parlais de plus au nord, je pensais plus à l'Europe, non, mais oui, bon point. Parlons du Japon. Parlons du Japon. Au Japon, c'est extraordinaire. Tu arrives à l'aéroport à Tokyo, tu sors ta canne, puis tout le monde se tire sur toi pour t'aider. Ça prend 8 secondes, puis tu es déjà dans un petit buggy électrique, puis ils ont décidé qu'ils allaient te passer en priorité au travers de toutes les formalités qu'il puisse y avoir. Là. Puis, tu as beau dire, je suis accompagné avec quelqu'un, tout va bien. Non, il n'y en a pas question. Et puis, dans la civilisation japonaise, il y a beaucoup beaucoup de déférence auprès des personnes âgées. Hein? Les personnes âgées ont une place importante. Oui. Et on dirait que par extension, les personnes qui vivent une situation de handicap sont aussi perçues comme vulnérables. Alors, la société doit en prendre soin. L'autre chose au Japon, et ça c'est quand même un souvenir qui remonte à une dizaine d'années, partout dans les rues, il y a des plaques pédotactiles au coin de rue. Hein? Les gros Legos là, avec les pinouches rondes, là. Hein? On se demande à quoi ça sert quand on ne sait pas à quoi ça sert. Mais ça sert à toi avec ta canne. Oui, ça nous permet de savoir que sous nos pieds, le relief est différent, puis que la canne aussi rencontre un objet différent. Alors, on sait que c'est le coin de rue. Puis, il y a comme des petites voies de chemin de fer. Hein? Il y a des rails en caoutchouc qui sont sous les trottoirs.
Puis c'est très développé au Japon, puis même pas juste à Tokyo, qui on pourrait croire, c'est la plus grande ville, c'est une capitale immense, mais même dans les villes plus provinciales, il y a des équipements en conséquence. Alors, les gens sont habitués à voir ce qu'est une canne blanche, puis ils réagissent bien dans les gares les plus achalandées, là, comme Shinjuku, qui est la gare principale de Tokyo, où il y a 5000 trains par jour qui arrivent et qui partent. Oh, quand même. Parce qu'il y a, il y a comme tout le réseau de métro, puis de trains régionaux, puis de trains interurbains, intercités, tout ça se converge autour de la même gare qui est vraiment immense et qui est une fourmilière, là, c'est non-stop. Mais si tu as une canne blanche, tu fends la foule comme Moïse, la mer rouge, là, c'est incroyable. Tout le monde fait attention. Tout le monde Mais les gens au Japon sont très polis aussi. Hein. Oui, ils sont polis, puis ils sont attentifs, puis ils ont, comme je disais, je pense, culturellement, une certaine déférence envers les personnes qui sont vulnérables. Alors, oui, ça, c'est l'accueil au Japon est assez spécial pour ça. Malgré les obstacles de langue et tout ça. Oui. Tout de suite. Ben ça, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute qu'ils parlent japonais, c'est un choix quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, en tout cas, mon impression a été excellente quand j'étais au Japon avec ma canne blanche, là, si je peux le dire. Parce que ce qui est déroutant, peut-être pour des gens qui sont moins habitués, c'est qu'il me reste j'ai un résidu visuel. Oui. Alors, je suis capable de voir, je sais que c'est paradoxal, mais nos auditeurs, auditrices qui ont une déficience visuelle comprennent ce que je veux dire. Des fois, c'est curieux parce que je vois la réaction des gens vis-à-vis de ma canne blanche. Oui, tu es capable de... Je suis capable de voir un petit peu comment ils bougent par rapport au fait que quelqu'un avec une canne blanche s'en vient dans le sens opposé. Alors, tu vois que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, c'est vraiment pas la même façon de réagir. Puis il y a des gens pour qui cette canne-là n'a aucune signification. Ou ils sont certains que si j'ai une canne blanche, c'est que je vois absolument rien. Oui, puis là, tu passes par un faux handicapé parce que là, tu vois un peu, là. Oui, ça arrive. Genre, cette personne-là a fait semblant ou il a acheté ça au coin de la rue là, pour fendre la foule, mais finalement, c'est pas vrai. Il y a comme un racket, là, quelque chose. Mais enfin, en général, ça va assez bien. Mais ma remarque sur les pays nordiques, c'était qu'en Europe, puis ça, c'est peut-être une question culturelle ou une question sociétale, puis c'est aussi peut-être une question de budget. Hein? Parce que si tu as plus d'argent, tu peux davantage modifier ton architecture urbaine pour être plus accessible. Oui. Ça fait partie de ça aussi. Si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Ça me fait penser, mettons, à Athènes en Grèce. On sait que la Grèce a eu beaucoup de difficultés financières. Oui, a traversé de nombreuses crises financières. Et Athènes, c'est pas accessible, mais là, du tout. C'est comme si le mobilier urbain, c'était tout comme des soldes de dernière heure qui ont eu chez Rona ou dans des magasins de matériaux parce que t'as comme pas deux lampadaires pareils, puis ils sont jamais à la même place. Puis le pavé, tu fais comme 15 pieds, puis c'est une sorte de pavé, puis après ça, c'est une autre sorte de revêtement, puis après ça, c'est une troisième. Oui, c'est acheté à rabais, là. Oui, t'aperçois qu'ils n'ont pas eu d'argent. C'est bête à dire. Les gens sont super gentils. Là. Les Grecs sont des gens très, très avenants, très gentils, qui vont te demander si tu as besoin d'aide, puis si tu connais ton chemin, et ainsi de suite. Mais négocier dans leur paysage urbain, là, c'est pas évident. J'imagine qu'il y a pas mal de craques dans le trottoir, là. Il y a que ça. Non, oui, c'est pas... Avec une canne, ça doit être magique. Avec une canne, ça bloque partout. Puis tu peux pas prévoir que c'est fait comme ça. Parce que le lampadaire, il peut être dans la rue ou sur le trottoir, mais proche de la rue ou en plein milieu du trottoir. Il peut être n'importe où. Hein, il n'est jamais à la même place, le lampadaire. Tu ne peux pas dire, je vais prendre une ligne droite, puis le prochain lampadaire va nécessairement être à ma gauche.
Il peut être en face de toi ou à ta droite. Il ne sera jamais pareil. D'un lampadaire à l'autre, ça zigzague. En tout cas, donc, c'est une question de moyens. Alors, quand les pays sont plus fortunés, ils ont plus de moyens, c'est plus facile d'être généreux quand on a de l'argent. Hein? Alors, remarque que Paris, dans ce sens-là, on peut penser qu'ils ont des moyens, puis ils ont eu les Jeux olympiques. Paris n'est pas une ville très accessible. Là. C'est pas... c'est un petit peu... En fait, ce qui m'a frappé, quand ma conjointe et moi avions le plaisir d'être à Paris au printemps dernier, c'est que tu vois personne d'âgé sur la rue. À un moment donné, on a croisé une vieille dame. Puis ça m'a frappé. Ça me faisait une semaine qu'on était à Paris, puis c'était la première personne qui semblait être plus âgée que nous. On est dans la soixantaine. C'était la première fois qu'on rencontrait quelqu'un qui était plus âgé que nous sur la rue. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vue de Français ou Françaises âgées. Oui, clairement, il y en a, mais on dirait qu'ils sont peut-être plus exclus de la société. C'est parce que c'est juste pas accessible pour la mobilité, que ce soit pour une situation de handicap ou une question d'âge, là, ça revient au même. Les trottoirs, il n'y a presque pas de descente de trottoir. Les plaques pédotactiles sont au hasard. Là. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Le métro, c'est juste des escaliers. Trouver l'ascenseur, c'est comme s'il y en a un, où est-il? Et est-ce que quelqu'un y habite? Est-ce que quelqu'un y habite? Oui. Enfin, on a le même problème à Montréal. Oui. Mais c'est vraiment pas une ville facile à négocier si on n'a pas une bonne vue. Je voyais personne. J'ai vu une personne qui était en fauteuil. Puis ça n'avait pas l'air facile parce que c'est vraiment chaotique, là, puis ça n'avait pas l'air d'une partie de plaisir. Il y a aussi quelque chose avec la perception des situations d'handicap, là, j'ai l'impression, entre autres chez les Français, là, c'est-à-dire que on dirait que c'est presque mal vu ou qu'il y a un malaise par rapport à ça, là, beaucoup. Oui, ils pensent que ils vont faire un lien, mais là, on est en train de généraliser sur un peuple entier, là, on va faire attention. Mais là et ailleurs, il y a souvent la perception que si tu es dans une situation de handicap physique, ça affecte également ta capacité de comprendre. Oui, ça c'est sûr. Hein? Mais si on est habitué d'être... de devenir des objets, là. Hein, oui, mais à Paris, parfois... la troisième personne, oui. Parfois, j'ai quand même bien... Pas partout, comme tu dis bien, il y a vraiment un peuple entier qui est différent, mais j'ai quand même bien senti dans certains endroits, là, où ils devaient, par exemple, dans des aéroports où ils devaient être habitués à avoir des personnes en situation de handicap parce qu'ils doivent en passer quand même là, dans les grands aéroports de Paris. Et pourtant, il y a quand même une espèce d'incompréhension ou de service où ils savent pas vraiment quoi faire, quelque chose qui est inadéquat, et c'est sûrement pas de la malveillance, mais vraiment quelque chose au niveau de la vision qu'on a du handicap qui est très différent. Oui, c'est ça. Parce que je vais te conter une histoire canadienne à ce sujet-là. J'avais été épaté. Une fois, je faisais un vol Montréal-Toronto, puis après ça, j'avais une correspondance Toronto vers une ville des États-Unis. Là, je m'en allais à Pittsburgh. Puis le vol Montréal-Toronto était en retard. Alors, quand je suis arrivé à Toronto, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour faire pour aller rejoindre le vol Toronto-Pittsburgh qui était à l'autre bout. Puis en sortant de l'avion, je l'ai dit à quelqu'un de la société Air Canada. La prise en charge a été extraordinaire. Oui. J'ai compté, il y a 13 personnes différentes qui se sont occupées de moi. Quand même. Pour traverser l'aéroport, pour passer l'immigration, les douanes, récupérer mes bagages, pour s'assurer qu'ils suivaient, puis m'amener jusqu'à la porte de l'avion qui s'est fermée tout juste derrière moi avant de partir. Dans ce temps-là, c'est important, hein? Ça m'est arrivé aussi. Là. C'est plaisant. C'était un peu comme le roi d'Angleterre. Les gens avaient leur petit walkie-talkie, puis ils s'assuraient que quelqu'un d'autre allait arriver, puis bon, je vais vous laisser aux soins d'un tel ou une telle, puis il va faire l'autre petit bout de chemin avec vous. Puis à chaque fois, les personnes... Ah oui, c'était vraiment bien coordonné. Mais c'est vrai que dans certaines villes, ça ne l'est pas tout à fait.
Cela dit, je dois dire que le pouvoir de la canne est parfois extraordinaire. Là. Les gens qui voyagent avec moi souvent m'envient du fait de ce qu'on peut recevoir comme accueil. Oui, là. oui, ça dépend des endroits. On passe prioritaire oui. à plusieurs endroits, ça c'est bien. Oui. Ça, c'est bien. J'ai coupé de très longues files dans ma vie. Moi aussi, pour visiter moi aussi. Des monuments historiques, là. Des files de centaines de personnes là, pour rentrer dans des lieux historiques. Là, Et là, tu sais pas s'il faut que tu te sens mal ou reconnaissant. Un peu des deux. Moi, au début, je me sentais mal, mais je suis devenu un petit peu pas gêné, là. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je demande à la personne qui m'accompagne, je dis, on se trouve un garde de sécurité, là, on s'en va le voir tout de suite. Puis là, rendu au garde de sécurité, c'est comme un état de fait. Ben là, il faut que je rentre. Bon. Puis, je dis ça très poliment, je suis pas choqué, là. Je demande simplement est-ce qu'il y a un accès prioritaire ou quelque chose, là. Puis, là, des fois, ils ne pensent pas que j'ai une canne blanche. Puis là, je donne un petit coup de canne blanche sur le pied. Puis là, ils disent, ah oui, il y a une canne blanche. Mais là, souvent, ils me demandent aussi un document qui prouve que ma canne blanche, c'est pas du Bon, ça, c'est un peu... là, quand même. Bon. Alors, c'est important d'avoir sa carte INCA ou une autre identification avec une photo là, qui a l'air sérieuse. La carte INCA est reconnue internationalement? Il a lise, c'est marqué que ça vient du Canada, puis c'est marqué sur la carte la personne qui est sur cette carte est handicapée visuelle. Là. OK. Ou ça dit ça la passe. personne, la citation exacte, je pense, la personne détentrice de cette carte est inscrite auprès de l'Institut national canadien pour les aveugles, avec la photo. Alors, Fait que ça passe. Ça passe, là, ils se disent quand même, il n'a pas fabriqué ça chez eux, là, tu sais. Enfin, peut-être, mais non. Le fait est que ça a une bonne... c'est comme la carte accès loisirs ici au Québec, là, ça marche, ça. C'est super. Oui, c'est pas tout le monde qui l'a, mais c'est ça, ceux qui l'ont. Il y en a faut beaucoup qui l'ont. faut profiter de ces avantages. On en a peu, alors il faut en profiter. Il faut le demander quand on va visiter un lieu, il faut le demander, puis pas... Souvent, ils sont inscrits au programme, puis ils n'ont jamais accueilli personne. Alors, ils s'en souviennent plus. Puis là, on leur dit au guichet, regardez, j'ai la carte. Puis ils disent, attendez, puis là, ils demandent à la personne responsable, attendez, je vais demander à mon superviseur. Puis là, ils disent, oui, c'est correct. Son accompagnatrice ne paye pas, là, ou l'entrée, ainsi de suite. Faut profiter de ces avantages.
Non, là, au niveau, maintenant, des hôtels, des endroits où tu peux rester, de quoi ça a l'air? Comme je le disais tantôt, moi, j'ai un résidu visuel qui est parfois un peu fonctionnel, puis des fois pas vraiment. Comme je fais de la rétinite pigmentaire, j'aime pas la pénombre, quand il fait un petit peu sombre. Alors, oui. La pire chose, puis maintenant c'est comme tout le temps comme ça, les hôtels économisent, ils veulent surtout pas que... Il n'y a pas d'ampoule électrique, puis il n'y a pas de lampe dans les hôtels maintenant. Là. Tu rentres dans ta chambre, il fait noir, puis la porte se ferme derrière toi. Si personne t'a montré où sont les prises électriques... C'est sûr que c'est pas aidant. C'est pas aidant, non. Puis, les lampes d'hôtel sont toujours bizarres. Il y en a toujours une avec une petite olive ou un autre, c'est comme un petit bouton très design qui est caché, on ne sait pas où. Oui, puis là, tu le cherches. Moi aussi, je le cherche, puis j'ai toute ma vision. Oui, mais il n'y a plus de plafonnier. Tu ne peux pas rentrer dans une chambre d'hôtel, prendre le commutateur au mur, puis là, tu as un plafonnier, puis toute la chambre est baignée dans la lumière. Ça n'existe plus. Bon. C'est juste des petites lampes à pied, un petit peu à gauche, à droite. Oui, puis là, il faut que tu les trouves. Faut que tu les trouves, puis tu te butes dans le mobilier pour les trouver. Mais il semble que les chambres d'hôtel, depuis 5-6 ans, sont vraiment plus sombres puis moins accueillantes. Ils vont dire qu'elles sont accessibles, là, parce qu'il n'y aura peut-être pas de seuil entre la chambre puis la salle de bain. Oui. Ce qui est un beau début, mais ça ne veut pas dire que c'est accessible pour tous les handicaps. C'est bon pour un fauteuil, ou souvent la chambre va être proche de l'ascenseur ou quelque chose comme ça. Mais sinon, rentrer dans une chambre d'hôtel... Moi, une fois, je suis rentré dans une chambre d'hôtel, j'avais été gâté, j'avais eu comme un surclassement, puis je ne le savais pas. Puis, il m'avait mis comme dans une suite. Alors ça, c'est formidable. Oui. Mais ça m'a pris une journée et demie m'apercevoir que j'étais dans une suite parce que je vivais dans la moitié de la chambre. Puis tu n'avais pas encore visité en moitié. Là, tout d'un coup, j'ai trouvé comme une nouvelle porte. Puis là, je dis, wow, c'est quoi ce garde-robe? C'était pas un garde-robe, c'était un salon. Ah! J'avais le droit à un salon. Mais au moins, c'est plein de surprises. Tu as eu des surprises. C'est positif. Toute la journée. Tout ton séjour. Oui, c'est bon pour ça. En tout cas, mais alors il y a des choses qui sont pas toujours évidentes. J'ai vu cependant à Londres sur la porte d'une toilette qui était la salle de toilette dans un lieu public, qui était la salle de toilette des personnes en mobilité ou en situation de handicap, avec le logo international, là, où on voit quelqu'un en fauteuil. Puis c'était marqué, il y avait une petite affichette en dessous, puis c'était marqué « All disabilities are not visible ». Oui, tous les handicaps ne sont pas visibles. Ne sont pas nécessairement visibles, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de sortir d'une toilette pour... personne en situation de handicap, puis me faire engueuler. Oui, parce que j'avais comme pris la place à quelqu'un. C'est sûr que tu prends toujours la place de quelqu'un, mais il faut que tu prennes la place de quelqu'un que c'est correct de prendre. Faut que tu prennes la place qui te revient, puis toi, t'as un vrai handicap, là, même si ça paraît pas tout le temps. Oui. Monter à étage supérieur pour des toilettes, c'est peut-être pas adéquat, là. C'est pas tout le temps plaisant. Ou dans les endroits chics où ils font des salles de bain toutes peinturées en noir avec des comptoirs noirs. Ah oui, c'est très beau ça, mais j'imagine que ta vision n'aime pas ça. Puis avec des lavabos qui sont pas toutes faites pareil, là. Oui. Et puis, il y a pas longtemps, je suis rentré dans une salle de bain que je savais pas, c'était une salle de bain universelle. Homme-femme. Oui. Fait que tu pensais être à la salle de bain des non, femmes. Mais j'ai ouvert la porte, je l'ai fermée. Là, je me suis dit, là, comme la porte se barre pas. Ah, OK. Là, je me suis dit, là, je suis dans une salle de bain, dans un endroit public, mais je suis pas capable de... Il n'y a pas de verrou pour fermer, pour pas réverbiller la porte. Alors, je me demandais quoi faire. Là, je suis sorti de là, j'ai demandé à quelqu'un qui est revenu avec moi, puis il m'a dit, c'est parce que la première porte, elle ne verrouille pas. C'est plus loin, vous avez des cabines qui... Ah oui, voilà. Okay, mais encore, faut-il trouver la cabine là, pour quelqu'un qui ne voit pas bien. La cabine, puis, enfin, ça, c'est Je te comprends. une autre question. Voilà. Alors oui, on a eu l'occasion de visiter plusieurs pays, puis les choses ne sont pas toutes pareilles partout. En général, dans les pays plus au nord, en Europe, les équipements sont un petit peu mieux, mais c'est peut-être parce qu'ils ont plus d'argent, mais je pense aussi qu'il y a comme une vision de la société qui est plus inclusive, plus, je dirais, ils ont un petit peu plus de soucis pour les personnes vulnérables, souvent, où la canne est mieux
reconnus. Dans les musées, tu vas avoir des sections pour personnes avec des challenges sensoriels pour être capable d'appréhender l'art d'une autre façon, puis ainsi de suite. Alors ça, c'est bien. J'ai quand même l'impression que ça s'améliore, François. Donc, on verra dans les prochaines années là, si on a encore des améliorations et tu viendras nous raconter ça là, dans quelques années. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous. Tout le monde qui nous écoute ont plein d'aventures aussi à qui... Oui, on pourrait faire une ligne ouverte. Là, tu reviens à la radio, puis on fait un moment ligne ouverte, toi et moi. Exactement. Parfait. On s'appelle. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là, François. Ça fait plaisir. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. On s'entretient avec Marie-Annick Deschamps, qui est modératrice pour l'émission Facteur A à tout.tv. Bonjour, Madame Deschamps. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Madame Deschamps vous a demandé de venir à l'émission pour nous parler de l'émission Facteur A. Je le disais, qui est disponible sur tout.tv. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept de l'émission? Oui. En fait, Facteur A, c'est 25 personnes sur le spectre de l'autisme qui posent des questions à un invité. Et puis, c'est des rencontres assez particulières parce que les invités n'ont pas la liste des questions au préalable. Puis, la seule règle de l'émission, qui est énoncée par un des membres de l'Assemblée, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Toutes les questions peuvent être posées, mais évidemment que les invités ont toujours le choix de répondre ou pas. Et quel est votre rôle au sein de tout ça? Ben moi, en tant que modératrice, je suis surtout là pour m'assurer que chacun va avoir son moment parce que autant il y a des moments de spontanéité, il y a surtout beaucoup de préparation derrière Facteur A. Et quand les membres de l'Assemblée sont présents, ben, ils ont toujours préparé plusieurs questions chacun. Donc, je suis surtout là pour m'assurer que chacun va avoir son tour de parole. Puis parfois, ben aussi, je laisse de l'espace quand même parce que il y a certaines questions qui en font survenir d'autres. Donc, on est là pour essayer d'avoir des rencontres qui sont les plus riches possibles. Puis quand il y a des moments qui se produisent, ben on les laisse vivre un peu. D'où vient l'idée de Facteur A? Dans les faits, c'est un concept français. C'est une émission en France qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. Et puis, c'est Avanti-Toast qui a décidé d'acheter ce concept-là et qui en a fait une version québécoise. Comment ça s'est passé pendant les tournages? Est-ce que c'est beaucoup de gestion? Quand même, il y a beaucoup de monde sur ces tournages-là. Oui, mais comme il y a 3 rencontres de préparation avant chacun des tournages et que les membres de l'Assemblée sont bien préparés, ça se passe plutôt bien. C'est aussi, je pense que c'est à cause de toute la préparation qu'on a mis en place que ça se passe aussi bien. Ils savent quand est-ce qu'ils vont avoir à avoir leur tour de parole. Donc, s'il y a besoin de prendre une pause, d'aller s'aérer ou quoi que ce soit, ils connaissent les fenêtres d'opportunité à travers les 3 heures de tournage. Évidemment, il y a 44 minutes qui sont présentées à l'écran, oui. Mais le tournage, c'est sans arrêt pour un bon 3 heures à chaque fois. Donc, c'est quand même des tournages qui sont intenses. Est-ce que ça crée justement des inconforts ou des enjeux ou parce que justement, il y a cette flexibilité-là que vous avez instaurée, ça se passe bien? Ben, je dirais, c'est pas impossible, mais j'ai pas vu vraiment de moment où, des inconforts légers, je dirais. Il y a eu des personnes à qui ça convenait moins, mais ils ont juste décidé de pas renouveler l'expérience, même s'ils avaient très hâte d'être là et tout, mais c'est rare, c'est franchement rare. La plupart, ils décident de rester justement parce qu'on met tout en place pour qu'ils soient à l'aise. Puis habituellement, s'ils ont vraiment, s'ils ont le goût d'être là, puis que ça, c'est pas quelque chose de trop anxiogène, parce qu'ils peuvent avoir leur coquille, ils peuvent, comme je dis, ils peuvent sortir par moment. Donc ça aide beaucoup. Et est-ce que c'est important, selon vous, la représentation à l'écran? Oui, est-ce que ça fait une vraie différence pour l'accueil de ces gens-là dans la société? Je pense que oui. Ben, en tout cas, je pense que ça fait
Ben, vous voulez dire l'accueil du public ou... Est-ce que ça fait une vraie différence dans la façon dont on voit les personnes autistes dans la société, de les voir plus à la télévision, puis de voir ce type de concept-là à la télévision? Dans les faits, on espère. On espère que c'est ce que ça va provoquer. Je pense déjà qu'il y a un changement de paradigme. Puis, je pense que ça vient éclairer le fait, ça humanise parce que je pense que les gens, ils ont plus... ils sont souvent plus en train de penser à c'est quoi les problèmes que les personnes autistes pourraient avoir ou qu'est-ce qu'il va falloir faire en connaissant pas des personnes autistes. Oui. Là, ils voient à quel point ils sont drôles, ils sont agréables, ils ont des questions pertinentes, des questions qu'eux-mêmes auraient voulu poser. Oui. Donc, je pense que ça vient démystifier parce que je pense qu'on a longtemps stigmatisé le spectre. Oui. Est-ce Donc, que... Pardon, ouais. allez-y. Je pense que ça vient aider, mais je pense qu'il va falloir plus qu'une émission. Oui, clairement, il va falloir plus qu'une émission. Mais on en a vu quand même quelques-unes qui sont apparues dans les derniers mois, dans les dernières années, avec des concepts différents, mais toujours en mettant de l'avant des personnes en situation de handicap diverses. Est-ce que ce type d'émission-là aurait été possible il y a 10 ans ou il y a 15 ans? Je suis pas sûre qu'on aurait rencontré notre public de la même façon. Je pense pas qu'il y avait nécessairement la même ouverture. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie dans la mesure où en ce moment, il y a vraiment une ouverture oui. Puis une empathie plus grande par rapport à la neurodiversité parce que on en parle plus. Mais je pense qu'il était temps là que oui. les personnes de la neurodiversité prennent la parole, qu'on les entende, qu'on arrête de parler à leur place. Oui. Est-ce que, tu sais, je le disais, il y a quand même quelques émissions là, qui sont apparues dernièrement. Est-ce que c'est une roue qui tourne? Est-ce que ça en prenait une première pour en avoir une deuxième, pour en avoir une troisième? Ou est-ce que c'est vraiment la société qui a changé et qui a permis ça? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Oui. Moi, je souhaite qu'il y en ait plus. Je pense que c'est extrêmement riche et c'est important de voir autre chose, une autre façon de faire, une autre façon de penser, parce que c'est vraiment ça, la neurodiversité. Hein. C'est des personnes dont les cerveaux sont différents. Fonctionnent différemment. Et puis, ça, c'est riche, justement, parce qu'on ne se cachera pas que ça ne va pas nécessairement tout bien dans le monde. Non, clairement. Ces personnes-là ont des apports à faire en société plus grands, puis plus qu'on va leur donner de place, plus elles vont pouvoir s'épanouir, parce que être tout le temps stressé, je pense pas que ça encourage à foncer, puis justement à partager, puis à vivre de son plein potentiel. Donc, c'est autant ils ont été à contre-courant, il faut réouvrir ça justement parce que ils ont des façons de voir les choses qui sont éclairantes. Moi, en tout cas, mon contact avec eux il est extrêmement enrichissant. Est-ce que vous aviez de l'expérience avec les personnes autistes avant ou c'était votre première expérience avec ce type de personnes-là? Moi, j'étais déjà vendue, ça fait 20 ans que je travaille avec des personnes neurodivergentes. OK, parfait. Et puis, parlez-nous des tournages. Qu'est-ce qui a été, là, selon vous, votre plus beau moment ou le moment le plus marquant pour vous? Il y en a plusieurs. Mais je pense que, c'est ça, moi, c'est vraiment les rencontres que j'apprécie. On parle d'une entrevue quand on dit facteur A, mais dans les faits, c'est une rencontre, il y a un échange. Oui, et puis des moments extrêmement touchants. Je pense juste, mettons, à Sébastien quand il demande à Patrick Huard comment il gère sa peine. Oui. Puis il répond qu'il pleure. C'est beau, ça. Moi, j'avais jamais vu Patrick Huard répondre ça avant. Non, clairement. Et on en parlait un peu entre nous avant l'entrevue. Clairement, une espèce de générosité. Et les artistes se permettent d'aller plus loin, peut-être parce que justement, ils
y a moins de tabous parce que les personnes qui posent des questions, elles n'ont pas de tabou. Donc, peut-être que c'est ça qui leur permet d'aller plus loin. Je ne sais trop, mais il y a vraiment... on a l'impression que ça va plus profond qu'une entrevue, que les entrevues habituelles. Bien, effectivement, il y a cette grande générosité-là. Il y a le fait que les 25 qui sont là, ils ont vraiment le goût d'être là. Ils ont choisi d'être là, puis ils ont préparé des questions personnellement. Et cette générosité-là, elle va aussi dans le fait du partage. Souvent, ils vont expliquer pourquoi. Ils vont dire, moi, je fais de l'anxiété, je sais que toi aussi, par exemple. T'as pensé à certains moments de l'émission avec Roxane Bruno. Roxane, oui. Il y a eu des beaux partages là aussi. C'était extrêmement intime. Oui. Puis, mais c'est aussi parce que on parle des vraies affaires, donc les barrières tombent parce que on n'est pas juste en train d'aller chercher de l'information chez l'artiste, on en donne sur soi. Donc il y a plus d'ouverture de la part des personnes qui interviewent finalement. Oui, mais c'est parce qu'il y a un partage. Oui. On est plus dans un rapport, je dirais même horizontal, dans la mesure où c'est pas juste on vient à la pêche, c'est vraiment parce que on veut vraiment savoir, puis parce que on a un vécu similaire. Est-ce qu'il y a vraiment aussi une idée que ces gens-là, justement, ont moins d'attentes ou au moins de, je veux pas dire, je veux pas être péjorative en disant d'idées cachées ou souvent les journalistes ont peut-être l'idée de sortir un scoop ou d'aller dans certaines zones dans l'optique d'attirer un certain public ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus authentique de la part des personnes autistes qui participent à l'émission qui ne cherchent pas nécessairement au même titre que certains journalistes n'ont pas nécessairement les mêmes enjeux ou les mêmes objectifs? Ah ben non, mais là, justement, on n'est pas dans le scoop du tout. On est dans une vraie rencontre privilégiée de « je voulais voir mon idole, je le rencontre ». Et c'est ça qui fait la différence pour vous? Pardon? C'est ça qui fait la différence pour vous? Ben, c'est dans la mesure où... il n'y a pas de pression médiatique sur les membres de l'Assemblée. Oui. Ils sont là parce qu'ils aiment la personne qu'ils rencontrent. Oui. Ils sont déjà conquis. Je veux dire, il y en a qui les connaissent plus ou moins, selon d'où ils viennent, puis leurs intérêts. Sauf que ils lisent le dossier de presse, puis là, ils disent OK, ben moi, ça m'intéresse vraiment. Puis je vois dans cette personne-là, par exemple, un scénariste, un acteur comme Claude Legault, ben, je connais pas nécessairement ce qu'il fait, mais moi, j'écris. Donc, je vais lui poser une question sur l'écriture. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment une curiosité qui est très personnelle, qui est pas faite pour attirer les foules, effectivement. Est-ce que, tu sais, je sens aussi qu'il y a une réelle implication de la part de ces personnes-là. Peut-être plus une implication qui est plus réelle que les journalistes ou les gens des médias qui sont débordés puis qui font une entrevue après l'autre. L'implication est peut-être plus profonde. Ben en fait, ils sont vraiment à l'émission parce qu'ils ont le goût, ils sont curieux de connaître mieux des personnalités québécoises, puis ils se retrouvent là parce que ils sont vraiment intéressés à en savoir plus. Oui, je comprends. Et au niveau des épisodes, est-ce que vous avez un épisode favori? Un épisode favori. On veut des scoops. Avec la saison 2 qui n'est pas encore entamée, sur la saison 1, c'est difficile, mais il y avait quand même quelque chose d'assez... Je pense qu'on est comme deux... C'est difficile. Vous pouvez en donner deux. Oui. Je vais accepter deux. Ben, en fait, il faut savoir que les émissions n'ont pas nécessairement été présentées en ligne, c'est-à-dire dans l'ordre. Dans l'ordre, oui. Ouais. Puis pour moi, ils ont vraiment développé une grande aisance au fil du temps.
Oui. J'ai rendu à Fred Pellerin, je pense qu'ils étaient vraiment à l'aise, les membres de l'Assemblée. Puis là, Puis ça paraît. C'est vous oui, qui... je les voyais vraiment être très, très dégourdis, très spontanés dans leurs questions. Donc, dans ce côté-là. Mais je trouve franchement que tous les invités ont été extrêmement généreux. Oui, et tous les épisodes sont bons. Là, pour les avoir tous écoutés, ils sont tous bons. Par contre, vous avez le privilège d'avoir vu l'évolution. Là, c'est-à-dire que la première émission et première question, j'imagine qu'elle était quand même... les gens étaient quand même beaucoup moins à l'aise qu'à la fin. Hein. Effectivement, mais il était quand même étonnamment préparé de toute façon. Bien, étonnamment. Pas étonnamment, parce qu'ils ont quand même fait 3 rencontres de préparation. Oui, non, puis, ouais. c'est pas juste ça, c'est qu'on s'entend là. Mais avec des personnes autistes qui sont très soucieux, très méticuleux de bien faire. C'est sûr qu'ils sont dans le moment. Ils sont très donc, ça peut devenir un avantage de d'avoir ce trait de personnalité-là là, dans ce type de projet-là. Ben, moi, je vois ça comme une richesse. Oui. Est-ce qu'on a tendance à pas assez voir ça comme une richesse, d'ailleurs, à avoir ça comme étant des défis plutôt que comme étant des apports à la société? Ben, c'est parce que je pense qu'on connaît mal. Oui, on connaît mal. Puis, tu sais, en les connaissant mieux, on va mieux pouvoir adapter la société. Puis ça devrait pas être le cas, tu sais, mais moi, mon espèce d'utopie, c'est plus un genre de société universelle, si on veut, ou justement, parce qu'on connaît mieux les personnes qui soient sur n'importe quelle forme de neurodivergence, ben, qui trouvent leur place parce qu'ils se connaissent mieux, parce qu'on les écoute plus, on les écoute mieux. Est-ce qu'on leur enlève encore trop leur place? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, selon vous? Quand même. Quand même, oui. Quand on regarde les institutions d'enseignement, je pense qu'il y a encore il y a vraiment beaucoup de travail à faire, puis surtout de mieux former le personnel. Oui, et j'ai l'impression qu'on manque de ressources aussi, puis que c'est pas du tout malheureusement, là, c'est pas du tout nos priorités. Malheureusement, puis pour les adultes, ben c'est ça, tu sais, c'est le système scolaire là qui, quand ils ont un parcours différent, bon, c'est jusqu'à 21 ans plutôt que 18, mais effectivement, il y a des organismes, il y a des projets qui sont mis sur pied, mais il n'y en a pas encore assez pour couvrir la demande. Non, puis les organismes, on le sait, là, ces jours-ci, sont quand même... ils ont peu de moyens, puis on en entend beaucoup parler, là. Ils sont dans certaines difficultés, donc c'est clairement, ça n'aide pas à la prestation de service, puis au fait d'en avoir plus. Là. Effectivement. Donc, ça, c'est le cas, c'est pas juste le cas de la neurodivergence. Non, clairement. On parle de santé mentale, on veut parler, mais il reste que, c'est ça, il faut reconnaître qu'on a encore beaucoup de travail pour... moi, je parlais de société universelle, mais déjà une société inclusive, une société qui arrête d'être exclusive à certains ou de donner des privilèges à certains parce qu'on passe à côté de talents importants. Ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas si inclusif que ça au Québec, malgré le fait qu'on se dit très, très inclusif. Il y a encore beaucoup de pain à manger. Il y a des gros progrès qui se sont faits, mais c'est ça, il faut continuer. Il en reste encore, là, oui. Oui. Et là, en terminant, à quoi on peut s'attendre pour la saison 2? Avez-vous un scoop pour nous? Non, pas encore. Ah! Décevant. Ce que je peux dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir 12 épisodes de plus. Donc, on passe d'une saison de 6 à une saison de 8 épisodes. Mais je peux rien confirmer d'autre pour l'instant. Je sais que les membres de l'Assemblée ont très hâte. Est-ce que ce sera les mêmes intervenants? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 25 par émission, mais ils sont plus nombreux que ça. Mais il y aura quelques nouveaux qui feront partie de l'équipe parce que comme on va devoir tourner plus rapidement, on est allé solliciter quelques... Un peu plus de gens là, pour avoir... Juste pour que tout le monde ait le temps de bien se préparer pour chaque émission. Oui, pour que ça soit pas trop demandant pour eux non plus. Là. Oui, c'est ça qui est le temps de se poser entre chacun des épisodes.
Donc, vous nous reviendrez avec les prochains scoops, mais en attendant, on vous souhaite, ça a quand même été très bien reçu la première saison, donc on vous souhaite encore plus de succès pour la deuxième. Merci, c'est gentil. Et bonne chance avec tous les tournages et toute la préparation qui me semble quand même importante. Là. Oui. On va poursuivre avec notre formule. Toujours à l'écoute pour voir si on peut bonifier des trucs, mais oui, ça se passe bien. On a une belle écoute des producteurs, des diffuseurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite un très bon succès avec la saison 2. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Bye-bye. Au revoir. Et on termine avec la revue de presse. À l'international, on a Handicap International ICBL qui lance une campagne contre les mines antipersonnelles. On en a parlé dans les dernières semaines, les mines antipersonnelles qui sont un problème, étant donné qu'après avoir terminé un conflit, donc les mines restent en place. Et ce sont des civils là, qui sont blessés. De piller sur des mines. Donc, selon le rapport de Landmine Monitor en 2025, au moins 6279 personnes ont été tuées ou blessées par des mines antipersonnelles et des restes d'explosifs de guerre en 2024. Donc, Handicap International et le Réseau mondial Campagne internationale contre les mines antipersonnelles, donc ICBL, ont lancé à Bruxelles une campagne visant à regagner le soutien politique en faveur de la Convention de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Ça a été présenté donc à l'aube de la Journée internationale contre les engins explosifs le 4 avril. On a fait donc une réplique du prix Nobel qui s'appelle Nobel Pieces, donc les pièces Nobel, la campagne s'articule autour d'une réplique d'un prix Nobel de la paix qui a été décerné donc en 1997 à ICBL, donc au réseau international, réseau mondial campagne internationale contre les mines antipersonnelles, qui avait gagné donc le prix en 1997 et dont l'organisation Handicap International était fondatrice, et ça aboutit donc à la Convention d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles dans le monde entier. Par contre, les 5 premiers morceaux de ce prix Nobel-là qui a été cassé, donc une reproduction du prix Nobel qui a été cassé, et les 5 premiers morceaux ont été remis aux pays qui sont retirés de la Convention ou qui continuent d'utiliser des mines antipersonnelles. Donc, on parle de la Pologne, de la Lituanie, de l'Estonie, de la Finlande et de la Lettonie. D'autres morceaux ont été attribués à des pays et des organisations qui ont soutenu le traité comme les Nations Unies et l'Union européenne. Et un morceau a été décerné au premier ministre Bill Back de Wigger, au ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost et à celui de la Défense Theo Franken. Les organisations espèrent donc pouvoir recoller les morceaux. Donc, vous comprenez que c'est très conceptuel, là. On espère pouvoir recoller les morceaux avant le 30e anniversaire du prix de la Convention en 2027. Elles appellent donc à agir aux différents décideurs pour vraiment cesser dans la vraie vie l'utilisation des mines antipersonnelles et de ne pas se contenter de signer ou de se retirer du traité contre les mines antipersonnelles parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les personnes civiles là, qui se font blesser par ces mines-là. À la fin des conflits, il y a des organisations, évidemment, qui s'affairent à diminuer lors de la fin des conflits. Mais c'est toujours extrêmement difficile de retrouver ces mines-là et de diminuer de façon sécuritaire ces endroits-là.
Donc, il reste énormément de travail à faire et beaucoup de mines sont oubliées, sont laissées sur place, malheureusement. Donc, ça reste un problème. On parle de l'accessibilité numérique en France, alors que, malheureusement, malgré la loi de 2003 qui disait que d'ici 2026, toutes les plateformes numériques devaient être 100% accessibles en France. Donc, ça, c'était une loi qui avait été mise en place. Malheureusement, et vous ne serez sûrement pas surpris d'apprendre que ce n'a pas été le cas. Il y a seulement donc un peu plus de 6% des sites Internet gouvernementaux qui sont complètement accessibles. Donc, on est encore très loin, très, très loin du 100%. C'est dans ce cadre-là que la Direction interministérielle du numérique a mis en place un pilote d'observation, un pilote de l'Observatoire Vos démarches essentielles pour regarder, en fait, ce qui a été fait en termes d'accessibilité numérique. Et le taux de conformité à l'accessibilité numérique est très faible. Il faut dire que que les démarches de conforme sont plus une exception qu'une règle. On parle aussi de sites Internet là, qui sont jusqu'à 90% accessibles pour les personnes en situation de handicap, mais qui ne sont pas à 100%. On parle aussi de différents sites là, qui ne sont pas du tout accessibles aux personnes en situation de handicap. Et on parle évidemment de tout handicap confondu. Donc, on parle donc, entre autres, de l'éducation nationale, où les démarches en éducation nationale ne sont pas du tout accessibles sur les sites Internet. On parle de 17 sites Internet qui sont non conformes sur 24. On parle aussi du ministre de l'Intérieur, où on parle de 9 démarches non conformes sur 34, mais que seulement 2 démarches sont accessibles à 100%. On parle également du ministère de la Justice, qui sont pour les détenus et la famille des détenus, c'est pas du tout conforme non plus. Donc, sur 13 démarches, 6 sont complètement non conformes. On parle aussi de l'agriculture. On a 5 ans sans mise à jour au niveau de l'accessibilité numérique sur les plateformes du ministère de l'Agriculture en France. Donc, ça montre à quel point il reste énormément de travail à faire pour rendre accessibles les sites Internet ministériels en France. Et j'imagine également au Québec, étant donné que, bon, la démarche n'a pas été faite au Québec, mais je ne sais pas pourquoi. Je me doute là, que Rendez-vous Santé Québec et que tous nos plateformes ne sont pas 100% accessibles. Encore, on a de la difficulté souvent à les faire fonctionner. Alors, imaginons-nous, en plus, de les rendre 100% accessibles là, pour tout type d'handicap. Donc, c'était tout là, pour la revue de presse. Et c'était la dernière de la saison régulière de Sans détour. Je voudrais remercier donc Mathieu à la mise en onde, remercier également l'équipe ici de Canal M qui ont permis de mettre en place cette émission-là. Donc, tous nos collègues chez Canal M. Je remercie également les auditeurs et les auditrices d'avoir été avec nous pendant cette saison et d'avoir continué d'écouter l'émission après le départ de notre ami François Beauregard qui faisait un excellent travail. Et on espère vous revoir pour une prochaine saison de Sans détour. D'ici là, bon été, portez-vous bien, soyez prudents et on se revoit à l'automne, possiblement pour une autre saison.